Est-ce qu'on peut commencer? Ouais. Oui. Il faut que tu refermes. Non, tu es allé trop vite. Ouais. Alors, la protection des axos comprend la normothermie, un contrôle strict des objectifs glycémiques, l'hyperoxygénation, une PAM inférieure à 80. Axo, c'est bon pour tout le monde, du coup, agression cérébrale secondaire d'origine systémique. Alors, on va déjà regarder un petit peu vos propositions et puis afficher les résultats. Donc, la normothermie, le contrôle strict des objectifs glycémiques et puis la PAM inférieure à 80. Réponse correcte. Alors, l'hyperoxygénation, il faut éviter, c'est plutôt délétère, mais bon, il ne faut pas non plus que le patient soit hypoxique. Et la pression artérielle moyenne, c'est comme d'habitude, 65, 70. Voilà. Il n'y a pas forcément d'hypothermie. Maintenant, c'est la normothermie. Voilà. C'est parti pour la deuxième question. Il faut éviter les variations glycémiques, ça c'est important. Quels sont les éléments en défaveur de la prévention des axos? On vous laisse cliquer sur la photo. Vous cliquez sur ce qui ne va pas sur le scope Voilà. pour la protection des axos. Il peut y avoir plusieurs choses à cliquer. Il peut y avoir plusieurs choses, oui. Il y a d'ailleurs plusieurs choses à cliquer. Allez, c'est bon? C'est bon? Est-ce que Alors, c'est bon pour on tout le affiche monde? les résultats. Olé. Ah oui. Bon, globalement, vous avez plutôt bien répondu. Le TCO2 non, elle était correcte. Et donc, du coup, il y avait bien l'hyperthermie et la tension qui était basse. Après, le TCO2, elle était dans les normes. Elle était à 38, il me semble. Donc voilà, la tension et la fièvre. Vous savez que ce qui est intéressant sur le cérébro-lésé, en plus de monitorer le TCO2, c'est surtout de monitorer le delta que vous allez avoir entre votre PCO2 que vous allez avoir sur votre gaz du sang artériel et le TCO2 que vous aurez du coup branché sur votre sonde d'intubation. Le delta qui existe, il est indépendant de chaque patient et surtout il est indépendant du moment que vous allez le faire dans la journée parce qu'il y a plein de choses qui vont faire varier ce gap. Donc il ne faut pas prendre, on voit souvent se marquer dans les réanimations le delta sur un tableau Velleda qui est pris à l'entrée du patient, mais en fonction de la pneumopathie ou de tout autre élément qui peut influer sur sa ventilation mécanique, ce gap peut changer. Donc c'est intéressant de bien le relever à chaque gazométrie artérielle que vous allez faire, de bien relever le TCO2 qu'il y a sur le scope. Alors, concernant les voies d'abord, le PICC line est une voie centrale. Une VVP peut être laissée plus de 96 heures. Une embolie gazeuse peut survenir lors du retrait d'un PICC line. Et on peut se passer du contrôle radiologique s'il y a une certitude quant à l'insertion du cathéter en veine cave supérieure. Alors, la VVP, elle peut être laissée plus de 96 heures en place si vous avez c'est exceptionnel, hein, c'est si vous avez un patient qui a un capital veineux qui est précaire. Et il faut bien le tracer dans le dossier, que vous la laissez plus de 96 heures, mais ça reste exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce que vous avez mis? l'embolie gazeuse. Ce qui est surtout super important, c'est de surveiller le point de ponction. Si votre point de ponction il devient inflammatoire au bout de 48 heures, il faut retirer la VVP. Ensuite, pour le PICC line... Laurent, on avait la discussion entre nous par rapport au risque d'embolie gazeuse et du PICC line, parce que souvent c'est livré avec des valves. Donc par définition, normalement, on ne devrait pas avoir d'embolie gazeuse, sauf que ça reste une voie centrale et on sait que des fois ces valves sont retirées pour différentes raisons, souvent mauvaises, que on ne devrait pas. Et donc on part du principe qu'à partir du moment où on retire une voie centrale, il y a un risque d'embolie gazeuse. Voilà pourquoi nous l'avons noté en réponse juste. Donc vous mettez bien entrée de Limbourg, si jamais. Ok. On va cliquer sur la photo. Alors, on vous fait voir une photo. Hop là. OK. Vous pouvez aussi la grossir sur votre téléphone. Et donc, est-ce que la photo montre un KTC infecté? Il faut privilégier la voie sous-clavière en dehors du cathéter de dialyse. Si le pansement est propre, pas de réfection avant le 7e jour. Et le cathéter doit toujours être envoyé en culture à l'ablation. Là aussi, vous devez dire les choses vraies. Pour la proposition numéro 2, qui peut être sujet à discussion, c'est on sous-entend pour diminuer le risque infectieux. Hein. On avance un petit peu. Il faut que tu fasses voir les réponses.
Alors, vous étiez bien partagés. Alors, pour vous, pour 75%, donc la réflexion du pansement à 7 jours. Et puis, pour le reste, c'est quand même un peu plus mitigé. Les bonnes réponses. Donc le cathé, il n'est pas infecté, hein, il faut d'autres critères. Il y a des critères bactériologiques, la fièvre, bon là l'inflammation locale, du pu à l'insertion. Et puis il y a des critères indirects aussi. Par exemple, quand vous injectez un sepsis après l'injection sur le catéter, voilà. Donc il y a d'autres critères. Là, ça ne suffit pas pour dire que le cathéter est infecté. La voie privilégiée, c'est la voie sous-clavière. Il y a moins de risques infectieux. Et après, qu'est-ce que vous avez répondu ? La réflexion du pansement. Et non, le cathéter, on l'envoie en culture si on pense qu'il y a une infection. Ça ne sert à rien de l'envoyer à chaque fois. Vous demandez bien au médecin. Oui. Il y a une question, si c'est possible, le micro. Ma question, c'est par rapport à la voie sous-clavière. Chez nous, on utilise plus la voie jugulaire parce que ça a un risque de pneumothorax plus important en sous-clavière. Ouais, Ma question, c'est pourquoi cette réponse-là Alors, les recommandations, c'est bien la voie sous-clavière pour une voie centrale. Après, en effet, il y a des risques de pneumothorax. Donc, il y a quand même des contre-indications relatives, on va dire, à la voie sous-clavière. C'est tout ce qui est thrombopénie, TP inférieur à 30%. Et en effet, les détresses respiratoires avec des P sur F inférieurs à 200. Donc, oui, dans ces cas-là, on peut mettre... oui. On peut éviter la sous-clave, mais c'est quand même la recommandation, il y a moins de risques infectieux. Et ce sont des recommandations de la SRLF ou internationales ? C'est des recommandations en termes d'infectiologie, pour diminuer le risque infectieux. dit-on. J'ai pas entendu. La société française C'est français, d'hygiène. alors, Ouais, ok. ouais. Merci. Pareil, peut-être pour la réponse sur les pansements. C'est de manière générale, et avec ce type de pansement qu'on a vu là, les Tegaderm Advance, pour ne pas citer de marque, c'est pareil, peut-être avec un petit peu de prudence, chacun se réfère à son protocole de service et de son hôpital, parce que ça peut varier d'une réanimation et d'un endroit à l'autre. Donc, respectez vos protocoles locaux avant toute chose. Question suivante. Concernant la sédation IV, le propofol est pourvoyeur d'hypertriglycéridémie. Le midazolam s'élimine rapidement en perfusion continue. L'aldol est un bon traitement du délirium. Et la seringue de propofol peut se conserver 10 heures. Vous avez voté en majorité pour le propofol et pourvoyeur d'hypertriglycéridémie. Et puis pour le reste, et puis ici, 60% pour l'aldol, c'est un bon traitement du délirium. Les réponses. Bon, pour le midazolam, vous avez bien répondu. Hein, ça s'accumule dans les tissus périphériques. Donc, quand on arrête la perfusion, c'est relargué. Donc, ça s'accumule pas mal chez les patients qui sont obèses, sans rénaux ou insuffisants hépatiques. L'aldol, on le met quand le patient est vraiment agité ou quand il y a un risque pour lui ou pour les soins. On évite de le mettre de façon trop systématique. Et puis, bon, le propofol, ça... Oui. Le propofol, on parle de maximum 12 heures de conservation de la seringue prête, même si on considère qu'il faut préparer les seringues au dernier moment. Il y a énormément de protéines dedans et donc il y a un risque majoré au niveau infectieux. Plus on garde les seringues, plus il y a un risque infectieux pour nos patients qui sont déjà fragiles. Alors ma question au sujet du propofol. Il y a une question. Ouais. Oui. Donc Léopoldine, c'est Vichy. Nous, dans nos protocoles, effectivement, on est en dessous. Quand tu parles des 12 heures, c'est 12 heures entre le moment où elle est préparée et le moment où elle est finie de passer. Donc c'est pour ça que nous, on parle de 6 heures, mais c'est peut-être pour tenir compte du temps de préparation avant la pause. Le passage aussi. Ouais. Ok, et le passage. Ouais, en gros, ce qui nous est recommandé, c'est de préparer au dernier moment et de ne pas conserver. Ouais. Okay. Mais surtout quand on utilise des relais, du coup, potentiellement, ça peut rester plus longtemps. Lors de l'utilisation du Dexdor. L'objectif est d'obtenir une sédation légère à modérée. La bradycardie est un événement indésirable peu fréquent. Elle doit être administrée sur VVC uniquement et elle peut être utilisée seulement la nuit. Bon, les bradycardies, on en voit quand même pas mal sous Dexdor. C'est fréquent et pas peu fréquent.
Et alors ça, moi, c'est Angelina qui me l'a appris. Ça peut être mis la nuit pour favoriser le sommeil du patient. Alors pour le coup, je parle Voilà. pour Clermont-Ferrand, du patient. où quand ça marche bien sur certains patients, effectivement, ils ont du Dexdor pour la nuit. Maxime Bastier nous fait des jolies prescriptions de Dexdor QSP dodo. Et effectivement, il y a la seringue qui est mise en route en début de nuit et arrêtée au petit matin. Et chez les patients qui sont bien réceptifs au Dexdor, ça marche bien. C'est une molécule qui peut mimer le sommeil. Et pour le coup, chez les patients chez qui ça marche plutôt pas mal. On sait que l'altération du rythme nectéméral en réanimation chez nos patients, c'est un gros facteur de risque de délirium avec les drogues, avec plein d'autres éléments. Et le fait de leur restaurer un sommeil dans les heures qui en sont compatibles, ça diminue la survenue de délirium chez les patients de réanimation. Les somnifères, ça donne des déliriums. D'ailleurs, toutes les benzodiazépines et les apparentés, c'est un élément qui favorise le délirium chez les patients de réanimation. Et l'avantage du Dexdor, c'est que c'est un médicament qui a une demi-vie qui est extrêmement courte. Vous le mettez pour le sommeil, vous l'arrêtez le matin et le patient se réveille. Il a une qualité en plus de sommeil. Il y a des études qui sont en train d'être publiées sur la qualité du sommeil sous Dexdor qui est assez bonne. Et de prévention du délirium, exactement. Donc, mettre des somnifères, mettre de l'atarax, des benzodiazépines à nos patients pour qu'ils dorment la nuit en réanimation, on le fait tous, je le fais aussi, ça m'arrive. Il faut l'adapter à son patient. On sait qu'on peut créer du délirium. Je voudrais juste savoir qui en a du Dexdor dans son service et qui l'utilise. Il y en a pas mal quand même. C'est que des Clermontois et des Vichysois ou pas tout ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui n'en ont pas en fait, dans leur verre? Ok. Ça a un certain coût aussi quand même. Il n'y a peut-être pas toutes les pharmacies qui ont tous validé l'utilisation. Nous, avant, quand on n'en avait pas, on utilisait du catapressol. C'était hors AMM, mais... Catapressol. Ouais. Allez, avançons. Pardon. On vous entend pas, je ne sais pas si on pouvait donner un micro. On nous dit utilisation que sur voie centrale. Mais non. Non, c'est pas vénotoxique. Le risque avec le Dexdor, c'est le bolus. Mais comme pas mal de médicaments qu'on passe sur VVP, l'important c'est d'avoir pas une VVP au pied du coude ou sur le poignet. Mais c'est comme la noradrénaline. La noradrénaline, on peut l'utiliser sur voie veineuse, tout dépend de la concentration. Là, le Dexdor, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de vénotoxicité en tout cas. Comment ? Il n'y a pas de vénotoxicité au Dexdor. C'est par rapport à la vénotoxicité. Mais souvent, quand on a une voie veineuse périph', on a plein d'autres traitements avec. Donc, en fait, le Dexdor, on ne va pas le mettre sur une voie veineuse. Finalement, on aura une voie centrale. Non, nous on le passe sur. Enfin, on a plein de nos patients en réanimation, les post-opérateurs de chirurgie vasculaire typiquement, qui ont plusieurs voies veineuses, souvent deux, dont une avec un tritube, et on le passe sur une voie du tritube. Donc, voilà. Dexdor quand même uniquement sur une voie, seule. Je pense qu'il faut passer par contre sur une voie dédiée, quoi. Voilà. Ça, on est d'accord. Sur un tritube ou alors sur une VVP où il n'y a que ça qui passe, quoi. Ça, on est d'accord. Et dans l'idéal, au plus près. Que faites-vous? Arrêt du propofol en urgence, appel du médecin, diminution du propofol en dessous de 3 mg par kilo par heure, ou rien. Ouais, c'est assez disparate. La bonne réponse, c'est rien. Parce que c'est le métabolisme normal du propofol. Quand il est dégradé par le foie, ça donne cette couleur verte aux urines. Donc il faut rien faire, c'est normal. Ancienne croyance, pendant des années, on s'est dit, attention, urine verte chez le patient, voilà. C'est un signe d'imprégnation et pas d'intoxication, en fait. Les signes d'intoxication, vous les connaissez ou pas? Bon, ça fait des acidoses métaboliques sévères, des défaillances cardiaques et des myocytolyses avec hypercalémie, insuffisance rénale globalement. C'est ça l'intoxication propofol. On continue? Cherchez l'erreur. Là aussi, vous avez tous bien suivi la session d'avant, donc vous êtes au taquet. On vous demande de cliquer sur la photo, sur l'erreur. Alors c'est du sévoflurane, il y a peut-être des équipes qui en font pas.
Mais on vous laisse essayer de trouver quand même. Ok. Bon, bah, là, donc, ce qui n'allait pas, c'est en effet, il y a un filtre et il n'y a pas besoin de filtre avec ce dispositif. Tu peux cliquer. Ouais. Tac, voilà. Pas besoin de filtre. Qu'est-ce qui fait du sévofurane ici? Ok. Donc, les collègues qui ont fait une présentation tout à l'heure ont bien rappelé, pas de cocotte, pas d'humidificateur. Ouais. Oui, mais le gros truc, c'était quand même c'était le filtre. Alors, toutes mes excuses, quand j'ai fait la photo, on venait à peine de faire le montage, je me suis précipitée pour mettre un autre filtre bleu juste pour faire cette magnifique photo. J'avoue, j'ai pas hyper bien incliné, mais il y a quand même 2 filtres d'affilée et c'était la chose à voir. Le filtre qui sert à administrer le Cevo fait office de filtre humidificateur et réchauffeur. Mais Donc c'est pas bien, de tu vois deuxième tout, filtre Bérénice. associé. Et la vois cocotte qu'on voit. Mais bravo, vous avez bien été assidu. La cocotte, c'est du vécu quasiment toutes les semaines, parce que le patient il est souvent en SDRA. On a retiré du coup le fil pour essayer de gagner sur l'espacement instrumental. On essaie de le sédater avec du Cevo dans la nuit et on oublie d'éteindre la cocotte. Et en fait, en quelques heures, on va venir inonder le filtre Anaconda et il est mort, quoi. À propos de la sédation inhalée, l'élimination des halogénés se fait principalement par voie respiratoire. Je ne savais pas que le propofol s'utilisait en aérosol. Son délai d'action est moins rapide que celui du propofol. Un effet indésirable grave est l'hyperthermie maligne. Là, si vous avez bien suivi tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Hein. La bonne animatrice. Allez, hop. Eh bien, vous avez plutôt pas trop mal répondu. Affiche les résultats. Voilà, c'est bien. Bravo. Allez, hop. Le CAM-ICU est un outil de diagnostic du délirium, ne peut être réalisé que par les IDE et les docteurs, et l'une des évaluations les plus robustes ne peut être réalisée quotidiennement. Angelina, je te laisse. Il y a une étude qui avait été faite où ils analysaient le délirium fait par les médecins, le CAM-ICU pardon, fait par les médecins, fait par les infirmières et fait par les aides-soignants. Les aides-soignants font aussi bien que les infirmières et les docteurs, donc ne pas hésiter à se former. Et les aides-soignants, qui sont en plus au plus près du patient et qui le connaissent probablement mieux que tout autre soignant dans nos services de réa, je pense qu'il serait judicieux de les encourager, en tout cas, à connaître cette échelle diagnostique et à les encourager à le réaliser plusieurs fois par jour. Je pense que vous avez toute votre place, les aides-soignants qui sont dans cette salle, n'hésitez pas. La VNI est un mode en volume, n'est pas recommandé dans la préoxygénation d'un patient, est recommandé en post-extubation chez le patient à risque de réintubation, s'utilise avec un filtre ou un humidificateur. Alors, tu veux On va peut-être pas tout commenter. des questions? Allez, hop. Comme il faut qu'on avance. Alors là, il faut que vous cliquiez sur la pression de plateau. Ce que vous pensez que c'est sur la courbe du respirateur. Alors, il y a un petit peu de tout. Alors, hop. Oh là là, c'est compliqué. Faut que tu décoches les réponses si tu veux. Bon, la pression de plateau, elle est ici. Ça, c'est la PEP. Ok. Et il faut, donc pour éviter le barotraumatisme, il faut qu'elle reste inférieure à 30, cette pression de plateau. Donc elle est ici, là. Ici, ici. Même question avec la... Ah bah du coup, je vous ai dit la réponse, tiens. Même question avec la PEP. On la passe? Allez, on la passe. L'OHDN, au petit flow, high flow, enfin voilà. Oxygène au débit. Voilà. Peut être maintenu pendant l'intubation, génère un débit de gaz jusqu'à 40 litres par minute, a pour principale indication l'insuffisance respiratoire hypoxémiante, n'a aucun effet sur le travail ventilatoire. Alors peut-être maintenu pendant l'intubation, oui. Tu peux afficher les réponses. Oh, c'est pas trop mal. Ça a un effet sur le travail ventilatoire, ça l'aide parce que vous mettez un petit peu de PEP. En plus, ça enlève un peu l'espace mort vu que c'est du haut débit. Donc si, ça aide un petit peu pour le travail ventilatoire.
Et ça peut générer des débits supérieurs à 40 litres. Jusqu'à 60. Jusqu'à 60 litres. C'est bien, ils s'en sont bien sortis. Concernant le SDRA, il est toujours d'origine infectieuse. Sa gravité est évaluée selon le P sur F. Il nécessite forcément un patient curarisé. Et le VT recommandé est de 9 ml par kilo de PIT. Poids idéal théorique. Ouais, c'est bien, vous êtes calé sur le SDRA. Bon, il y a plein de causes, il y a plein d'autres causes au SDRA. Le VT, c'est quoi du coup? Le VT théorique? Ouais, 6, très bien. Et ensuite, la curarisation, c'est une thérapeutique de dernière ligne. Et pour la une, je vois que 12% comme c'est toujours d'origine infectieuse. Non, il y a plein d'autres étiologies, la pancréatite aiguë, le polytraumatisme. Inhalation de gaz toxique, le trali, la pancréatite. Ok. À propos de l'intubation orotrachéale en réanimation, la seule contre-indication de la succinicoline est l'hyperkaliémie. La capno n'est pas obligatoire. La prooxygénation doit être réalisée au mieux par VNI et ou au petit flot. Un corps-maquin prédit une intubation difficile. Il y a des questions? Non, ils ont raison. La première est fausse. Hein. Elle est fausse, la Il première. y a une erreur, non. Il y a d'autres... Oui. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y a déjà une autre raison, ça serait l'allergie, le déficit en pseudocholinestérase. Donc non, elle est fausse. Hein. C'est une coquille. C'est une erreur. Hein. Oui, C'est une coquille. Ouais. Je sais pas. Ah, alors. Alors, vous êtes devant la centrale. Vous entendez ce bruit, constante, inchangée. Que faites-vous? Alors, les constantes sont bonnes, c'est probablement pas grand-chose, donc je fais rien. J'appelle le médecin, c'est un peu bizarre quand même ce bruit. Je vais immédiatement voir dans la chambre, voir ce qu'il se passe. Je reste devant la centrale et surveille attentivement les constantes. Ça devrait aller vite. Ah, c'est bien. C'est bien. Alors, si vous avez bien reconnu, il y avait le respi qui sonnait. C'était un patient qui était débranché du respi. On écoutait le... Bravo. Je le fais bien, hein? Ouais, je le fais bien. J'ai pas le... À propos de la nutrition en réanimation, elle doit être administrée par voie entérale dès que possible. Manger par les veines, c'est mieux. Elle nécessite une supplémentation vitaminique et en oligo-aimants si par voie parentérale exclusive. Elle n'est pas nécessaire les 4 premiers jours. Bon, déjà, c'est bien, il n'y a pas de manger par les veines, c'est mieux. Ouais, c'est bien, vous avez bien répondu globalement. Alors, précision, je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas. Quand vous supplémentez en vitamines, c'est bien en dehors de la poche d'alimentation parentérale. On ne devrait plus trouver les lésions et les vitamines rajoutées dans vos parentérales. Et pour la supplémentation en vitamines, c'est aussi quand vous avez une alimentation entérale, quand vous n'avez pas atteint vos objectifs caloriques complets. Allez, c'est à toi. Concernant la digestion en réanimation, le résidu gastrique total est inférieur à 50 ml. La trimibutine agit principalement sur la motricité intestinale. La néostigmine peut antagoniser l'effet des curares et l'érythromycine agit au niveau du jéjunum. Bon, les résidus gastriques, on les fait plus trop, hein, c'est plus recommandé. Okay. Et l'érythromycine, ça agit principalement au niveau de l'estomac. Vous les faites pas mal avant les fibroscopies pour vider l'estomac. Et puis voilà. Allez, à vous. Alors la team Vichy laisse la place à la team Clermont parce que quand même, je sais pas si c'est mieux, mais